recherche scientifique. Et c'est grâce à vous qu'on entend parler aujourd'hui de la recherche scientifique, des articles, des conférences en Mauritanie. Et c'était vraiment une nécessité absolue. Et je pense que ce sont des efforts vraiment qui méritent un soutien inconditionnel. En tout cas, vous avez les miens, en tout cas. D'accord. Et je tiens aussi à remercier les publics qui sont avec nous aujourd'hui. Hein, je sais qu'un samedi, ce n'est pas évident. On a toujours envie de dormir et faire la grasse matinée. Mais bon, c'est un signe de motivation et d'intérêt. Je vous en remercie. Et surtout pour mes étudiants en master, hein, que je vois quelques-uns aussi qui sont venus nous joindre pour cette conférence. D'accord. Bon, sans plus tarder, aujourd'hui, je vais m'intervenir sur cette question, hein, sur la thèse, d'accord? Parce que la thèse, en fait, c'est la pierre angulaire de la recherche scientifique, d'accord? C'est la base, c'est le plus grand morceau, d'accord? C'est le cauchemar parfois, parfois c'est le plaisir aussi, hein? Et c'est un passage bizarre, c'est une passerelle, en fait, entre les études et le statut du chercheur ou enseignant-chercheur, d'accord? C'est une particularité à part. C'est des études et pas des études, c'est aussi du travail et pas du travail, c'est entre les deux, d'accord? Et du coup, c'est une boucle bizarre qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va ouvrir cette grenade pour voir ce qu'il y a dedans, on va voir qu'est-ce que c'est, ce cauchemar qui fait parfois peur à certains, d'accord? Donc, il faut savoir, à part la science, à part les choses scientifiques, en fait, à part les livres, à part les choses qui concernent la recherche scientifique, il y a des choses aussi de la vie, de l'expérience de la vie, et c'est primordial, surtout dans une thèse. Une thèse, qui dit thèse, dit projet. Et c'est un projet à la fois personnel et professionnel. C'est-à-dire, il y a votre vie privée dedans, il y a aussi votre vie professionnelle, d'accord? Donc, qui dit projet, dit aussi étude de faisabilité, dit l'étude du terrain, dit des enquêtes, dit un business plan en ce qui concerne le financement, etc., dit un projet dans sa totalité, d'accord? À la fois personnel et à la fois professionnel. Donc, la thèse, elle doit être vraiment la suite logique de votre carrière. C'est pour ça, dès le départ, dès la première année universitaire, il faut bien choisir sa spécialité. D'accord? Il faut s'orienter comme il faut, puisque chacun de nous est né pour faire une profession. Il y a des gens qui sont nés pour être avocats, d'autres sont nés pour être médecins, il y en a qui sont nés pour être des chercheurs, voilà. Donc, chacun sa fonction et normalement, ça colle aussi à la personnalité. Et quand vous cherchez en fait votre spécialité, il faut la chercher à partir des études secondaires pour savoir ce que vous devez faire, normalement. Il faut que la thèse, en fait, colle à votre carrière ou à votre cursus universitaire. Il faut que ça soit la suite logique. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut être vraiment motivé. Il y a des sacrifices à la fois personnels, professionnels, financiers, sacrifices du temps. Il y a beaucoup de choses à voir dans une thèse. D'accord? Donc, il faut vraiment faire les bons choix. C'est comme si vous allez adopter, d'accord, un enfant dans votre famille ou adapter un organe dans votre corps. C'est comme le médecin, d'accord? Quand il veut vraiment implanter un organe dans un corps, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des diagnostics, de l'ADN, je ne suis pas médecin, mais voilà. Il faut que ça colle à votre personnalité et à votre carrière, d'accord? Alors, qui dit thèse dit aussi dit challenge, c'est-à-dire c'est une concurrence internationale. Et quand vous entendez les mots international, il faut directement avoir à l'esprit l'anglais. Quand vous entendez le mot international, quel que soit pour une conférence, quel que soit pour une étude, quel que soit pour un voyage, quel que soit pour une discussion, quel que soit pour une rencontre, d'accord, il faut toujours avoir à l'esprit anglais. Et vous voyez aujourd'hui, toutes les recherches scientifiques aujourd'hui sont en anglais. C'est une challenge internationale, d'accord? Toutes les universités aujourd'hui cherchent à s'ouvrir à la mobilité internationale. Tous les laboratoires du monde, même les étudiants, même les professeurs, d'accord? Donc aujourd'hui, c'est globalisation, en fait, c'est la mondialisation, d'accord? Et c'est le partage de tous les domaines, surtout la recherche scientifique. Donc, le pass, si vous voulez, ou le slogan, c'est l'anglais. D'accord? Ça, c'est en matière de recherche scientifique. Sinon, vous ratez beaucoup de choses vraiment. On n'est pas obligé d'être vraiment, d'avoir un certain niveau, mais minimum, il faut vraiment être à l'aise à l'anglais. D'accord? Il faut savoir aussi que vous êtes, en préparant une thèse, vous êtes le seul avocat de votre thèse, vous êtes le seul ambassadeur de votre thèse, d'accord? Et vous êtes le seul médecin de votre thèse, d'accord? C'est-à-dire que vous êtes le premier responsable. Dans une responsabilité en droit, en fait, il y a parfois plusieurs responsables dans une affaire,
D'accord? Et il y a un partage de responsabilités selon un pourcentage ou selon les actions ou les faits de chacun. Ben, je vous parle du droit, mais juste pour vous expliquer ce passage. D'accord? Mais vous, en matière de thèse, vous êtes le premier responsable. C'est votre, en fait, votre sauce. C'est votre recette, d'accord? Donc, le directeur de thèse, le supervisor, celui qui encadre votre thèse, il est là juste pour goûter en fait votre recette, vous dire si c'est salé, si c'est sucré, si c'est cramé, si c'est bien cuit ou pas. Mais voilà, le reste, c'est à vous de le faire, d'accord? C'est une œuvre d'art que vous allez commencer dès le début et vous êtes le seul responsable. C'est comme un artiste en fait qui fait une exposition de ses travaux, d'accord? Et quand on a une question qui concerne l'une de ces œuvres, bah, qu'est-ce qu'on fait? On les cherche pour lui poser la question, parce que les premiers responsables. Donc, vous êtes les premiers responsables, à la fois responsabilité administrative, responsabilité civile et responsabilité pénale, parce qu'il y a tout dans une thèse. D'accord? Donc, il faut vraiment être prêt à supporter beaucoup de difficultés. Enfin, je ne veux pas vous faire peur, mais c'est la réalité. C'est un plaisir, bien sûr, c'est bien de faire une thèse, de faire des études. Et sachant que c'est une chance aussi, parce qu'aujourd'hui, dans les 8 milliards du monde, je pense que le mois de décembre, on attend dans le monde 8 milliards, il n'y a qu'1%, d'accord, de la population mondiale qui sont des docteurs. 1%, même moins d'1%. Je pense que c'est 0,98, d'accord? Donc c'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. Et il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, dans les cadres de nouveaux systèmes qui s'appellent LMD, l'objectif principal de ces systèmes, c'est la liquidation des cerveaux. C'est-à-dire, à partir de votre licence, on fait une sélection pour passer un master. Et à partir du master aussi, ce n'est pas automatique, on fait une sélection pour aussi passer un doctorat. Donc c'est un privilège, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est sélectif. D'accord? Il faut le mériter. Et quand vous le méritez, il faut assumer la responsabilité. D'accord? Ce sont des choses très importantes, il faut le savoir. Et de maintenant, et pendant la thèse, vous aurez besoin de tout. Du temps, de l'argent, de la motivation, de l'intelligence, à la fois artificielle et sociale, d'accord? De savoir-faire, de faire savoir, de la rapidité, de l'organisation. Vous aurez besoin de toutes vos compétences pendant une thèse. C'est un passage inoubliable dans votre vie, d'accord? C'est un passage particulier. C'est une chose que vous n'oublierez jamais dans votre vie. Il y a le plaisir à la fin, bien sûr, d'avoir le titre de docteur, d'accord? C'est une bonne expérience aussi qui forme assez au niveau de la recherche scientifique, mais aussi c'est une responsabilité à assumer. Plus que la responsabilité est lourde, plus que le résultat ou l'avantage est plus important. Vous voyez? Donc le chemin de la réussite n'est pas un chemin facile. Donc celui qui décide de prendre un chemin de réussite, d'être particulier, d'être distinct des autres, de changer le monde, d'accord, de laisser des traces dans sa vie, il faut qu'il assume la responsabilité. D'accord? Donc, il faut tout supporter pour finir ou élaborer sa thèse à la fin. Donc, dans le cas de cette conférence, on va voir tout d'abord la définition du doctorat. On va voir qu'est-ce que c'est déjà, quels sont les termes employés pour ces doctorats. On va voir les généralités sur la thèse d'une manière générale. On va voir sous forme d'un panorama qui nous donne quelques informations ou une allusion générale de la thèse. Et puis, on va passer aux différents types de thèses qui existent aujourd'hui, d'accord? Quels sont les types selon la loi et les règlements et selon les systèmes. Et on va passer par la suite à l'inscription de la thèse de doctorat, d'accord? Un doctorat, on va voir comment ça s'écrire, quelles sont les conditions d'accès, des fonds et des formes, d'accord? Et puis on va passer au financement de la thèse. N'oublions pas qu'on a dit la thèse, ça veut dire un projet. Pour un projet, il faut un business plan, c'est-à-dire un financement, d'accord? Donc du langage économique. Il faut un financement, il faut l'avoir aussi pour savoir comment peut-on avoir ce financement pour terminer notre thèse. Et par la suite, on va passer à l'élaboration de la thèse, c'est-à-dire la création de la thèse elle-même. C'est-à-dire comment concrétiser ce travail de recherche pour avoir une thèse qu'on va soutenir devant un jury. Et à la fin, on va voir comment réussir sa thèse, d'accord, s'il y a des pièges à éviter ou autre chose. Alors, je commençais tout d'abord par cette citation qui m'a attiré l'attention, qui colle vraiment à notre sujet. Il s'agit d'une citation pour Woody Allen, qui est un humoriste et acteur américain. Il disait que la souris est un animal qui, tué en quantité suffisante et dans des conditions contrôlées, produit une thèse de doctorat. Alors, bien sûr, il parle de la souris animale, mais il parle de la souris surtout informatique. Parce que cette souris-là, en préparant une thèse, ça va devenir votre meilleur ami pendant des années et des années, d'accord? Il faut bien choisir la couleur et tout ça, parce que ça va durer du temps avec vous, d'accord? Et il disait que cette souris résiste quand même.
tué en plusieurs fois, en millions, parce qu'on clique des millions de clics pour avoir la thèse, pour faire la thèse, d'accord? Et en même temps, elle résiste pour produire un doctorat. Alors la philosophie générale de cette citation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas négliger un petit travail. Il faut aller tranquillement, mais sûrement. D'accord? Donc il vaut mieux avoir quelqu'un qui fait régulièrement le travail que quelqu'un d'autre plus compétent, mais avec une interruption. D'accord? Donc il ne faut pas négliger votre effort qui est quotidien, parce que votre avenir dépend de ce que vous faites aujourd'hui. D'accord? Alors deuxième citation, il s'agit d'une citation de Charles Augustin, qui est un penseur et écrivain français, qui disait « La nature donne le génie, la société l'esprit, les études les goûts ». C'est-à-dire que l'intelligence naît avec nous, c'est quelque chose qu'on naît avec, soit on est intelligent, soit pas, selon le degré. Et puis la société nous donne l'esprit, c'est-à-dire la fréquentation de l'être humain, d'accord? L'intelligence sociale, votre compréhension de la société vous donne ce qu'on appelle l'esprit, d'accord? La vision générale des choses, votre philosophie personnelle. Mais les études nous donnent les meilleurs cadeaux, qui est les goûts. Les goûts n'est pas donné à tout le monde. Et si vous avez du goût, ça reflète en fait de toute votre vie personnelle et professionnelle. Donc les études, vraiment, ça donne du goût à la fin, surtout à la fin d'une thèse. Vous aurez vraiment des choses de nouveau. Vous aurez une nouvelle personnalité. D'accord? Bon, sans plus tarder, on va voir tout d'abord définition du doctorat. Alors, qu'est-ce que c'est le doctorat? Le doctorat est un diplôme de 3e cycle universitaire, d'accord, nommé Philosophia Doctor, c'est le PhD dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire les États-Unis, la partie du Canada, d'accord, et le Royaume-Uni et les colonisations anglaises. C'est aussi les grades délivrés par ces diplômes et une expérience de recherche. Ce diplôme est délivré par les universités et les établissements d'enseignement supérieur accrédités, c'est-à-dire ce n'est pas n'importe quel établissement qui peut accorder un doctorat, il y a des établissements qui sont accrédités, c'est-à-dire qui ont la qualité pour donner un diplôme de doctorat. Ils donnent droit au titre de docteur. Alors là, c'est le plus important, parce que le titre de docteur, c'est un grade, d'accord? C'est la qualité que vous aurez après la thèse, mais il y a aussi une responsabilité. Quand vous avez une qualité, vous avez en contrepartie toujours, d'accord, pour équilibrer la balance, une contrepartie, c'est-à-dire une responsabilité. Il faut assumer la responsabilité. Quand vous devenez docteur, quand vous aurez votre master, votre baccalauréat, il faut avoir les niveaux qui correspondent. Et c'est à vous de jouer, c'est-à-dire c'est votre responsabilité, d'accord? Donc, devenir docteur, c'est bien, mais il le faut surtout mériter les diplômes. D'accord? On ne vous demande pas de faire, je ne sais pas, faire toutes les spécialités, mais au moins votre sujet de thèse. D'accord? Alors, si on prend la thèse sous forme d'une formule, si on fait un peu de maths ou je ne sais pas, on va voir sous forme d'une vision générale des thèses, on va trouver les 4 éléments, tout d'abord. Donc, qu'est-ce que c'est? Une formation par la recherche, c'est-à-dire je me forme en faisant la recherche scientifique. D'accord? Premier élément. Ou dans un laboratoire de recherche, c'est-à-dire mon adresse professionnelle, d'accord, l'institution qui encadre, qui a un règlement intérieur que je dois, moi, en tant que chercheur, le respecter, et qui sera mon adresse professionnelle ou ma fréquentation tous les jours, qui est laboratoire de recherche. Troisième élément, une école doctorale qui s'occupe aussi de l'aspect administratif, c'est-à-dire votre inscription, le suivi de la thèse, vos rapports, les problèmes avec le directeur, des collègues, d'accord? Et le quatrième élément, la soutenance devant un jury pour valider ce travail de thèse. C'est-à-dire, il faut le valider, il faut que ça soit accepté, d'accord? Et il faut que ça soit sous les normes prévues pour chaque établissement ou par la loi. Alors, un doctorat, qu'est-ce que c'est? Un étudiant qui décide de faire un doctorat doit intégrer une équipe de recherche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas travailler à l'abri ou travailler tout seul. Il ne faut pas nager tout seul. Il faut travailler dans les cadres, d'accord, d'une équipe, au sein d'un laboratoire ou unité de recherche. C'est-à-dire, je dois obéir aux conditions de fond et de forme de cette institution. Je dois avoir un esprit professionnel, parce que je fréquente tous les jours des collègues, d'accord? Et vous savez que la vie personnelle, elle est différente de la vie professionnelle, d'accord? L'intelligence sociale, c'est quoi? C'est savoir dire oui et non, et savoir aussi distinguer sa vie personnelle avec la vie professionnelle. Deuxième chose, c'est obtenir des résultats novateurs. Donc, n'oublions pas que la thèse est un projet. Projet, ça vient du mot projection, c'est-à-dire je me projette sur un objectif, d'accord? Et pour cette projection, il faut que je dégage des choses nouvelles, une nouveauté, une création qui n'a jamais été découverte par quelqu'un d'autre.
Tout projet doit avoir des résultats nouveaux, doit être novateur. C'est-à-dire, vous allez prendre la recherche où elle s'est arrêtée dans votre sujet, vous allez continuer après un collègue qui a soutenu sa thèse, mais qui a laissé des questions à traiter. Vous allez prendre une problématique et continuer pour découvrir des choses de nouveau. Vous devez apporter quelque chose à votre spécialité. C'est ça l'objectif principal. Ce n'est pas seulement avoir des résultats, mais des résultats novateurs. Et par la suite, il doit aussi d'être publié dans des grandes revues. C'est-à-dire ces résultats doivent aussi obéir aux conditions, d'accord, certaines conditions qui ont été limitées pour que ça soit représentable à l'échelle internationale. Et d'où l'importance de l'anglais, d'où l'importance des critères, des challenges, c'est-à-dire la concurrence internationale. D'accord? Quand vous faites une thèse, vous devenez chercheur, et le chercheur n'appartient pas à son pays. Hein. Si vous êtes chercheur mauritanien, vous appartenez à Tunisie, vous êtes marocain, vous êtes français, vous êtes canadien, vous êtes chinois, d'accord? Tous les gens qui travaillent dans votre matière sont vos collègues. Et vous devez vraiment participer à toutes les rencontres et événements internationaux, d'où l'importance de la langue comme communication, d'accord? Vous êtes dans le cadre d'un challenge international. De votre inscription au doctorat, vous êtes un individu international, d'accord? Et l'objectif d'un doctorant est de collaborer à l'avancement du domaine qu'il étudie grâce à ses recherches. C'est-à-dire, la recherche, elle est infinie, d'accord? Vous allez prendre la recherche scientifique où elle s'était arrêtée avec votre camarade, votre collègue qui a déjà soutenu, vous allez reprendre pour faire évoluer ces sujets, d'accord? Et vous allez laisser aussi des questions derrière vous qui vont être traitées par d'autres. C'est la continuité de la recherche scientifique, d'accord? Alors, en ce qui concerne les généralités sur la thèse ou les panoramas généraux sur la thèse, votre thèse de doctorat et les rapports de recherche que vous effectuez sur un problème dans votre spécialité, d'accord? C'est-à-dire, vous reprenez la recherche scientifique où on s'était arrêté, vous prenez les problématiques nécessaires pour faire évoluer votre question et vous continuez votre recherche et après vous allez faire un rapport. Ce rapport va concrétiser vos résultats et vous devez les présenter pour que ça soit validé pour avoir le titre de docteur. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vous devez décrire, ce qui était connu précédemment. C'est-à-dire, vous allez faire un état de lieu. J'arrive dans un laboratoire, je dois déjà faire un update, c'est-à-dire voir ce qui a été fait pour comprendre, d'accord, où est-ce qu'on était arrêté dans la recherche scientifique. C'est le diagnostic que vous faites dès le début de votre thèse. Deuxième chose, ce que vous avez fait pour résoudre les problèmes, d'accord, c'est-à-dire quelle est votre stratégie, quelle est votre méthode en tant que leader, d'accord, en tant que chef de projet, sachant que la thèse est un projet. Qu'est-ce que vous proposez? Un leader doit proposer quelque chose, soit une politique, soit des règlements, soit une façon de faire. Hein? Voilà. Et vous êtes le leader de votre thèse, alors comment vous allez faire pour résoudre ces problèmes? Par la suite, ce que veulent dire vos résultats, c'est l'interprétation des résultats. Donc, je propose une solution, j'ai des résultats, mais je dois interpréter ces résultats que moi-même je comprends. C'est comme un philosophe en fait. Le philosophe comprend des choses que le public ne comprend pas. Il faut expliquer aux autres. Parce que vous, en tant que chercheur, vous allez découvrir des choses, d'accord, qui vous permettent de comprendre certaines situations et pas les cas pour d'autres. Donc, il faut interpréter. Et ça pourrait être même votre jury ou votre directeur de thèse, d'accord? Quand vous présentez un chapitre à votre directeur de thèse ou des travaux, il faut lui expliquer, parce que lui, il n'a pas fait la recherche. Il y a des choses qui lui dépassent, d'accord? Donc, il faut interpréter vos résultats. Par la suite, ce que veulent vos résultats, dire vos résultats, c'est-à-dire l'interprétation, d'accord? Les nouveaux problèmes soulevés par vos recherches, la recherche, elle est continue. Même si vous trouvez des solutions, il y a toujours des questions à poser. C'est les perspectives, d'accord? Dans le cadre d'une thèse, ou dans le cadre d'un article scientifique, ou dans le cadre d'un rapport, ou même un mémoire, tout travail doit commencer par une introduction. Et l'introduction, elle est comme ça en fait. C'est une précision. Je commence par le plus général pour arriver à un point précis. Ce point-là, c'est ma problématique. Je vais le traiter dans un plan. Je vais tout droit avec les plans. Et quand j'arrive à la conclusion, ça va être une ouverture, des perspectives. D'accord? C'est-à-dire, pendant l'élaboration de ma thèse, je trouvais des résultats, je trouvais des solutions, mais il faut que je laisse des questions derrière moi à continuer. D'accord? Et en dernier, et comment ces nouveaux problèmes peuvent être résolus? C'est-à-dire vous devez aussi aider, d'accord, la personne ou votre collègue qui va prendre le relais, qui va faire à diriger ou à donner des pistes, en fait, des solutions pour les problèmes éventuels.
Alors, doctorat ou thèse, pourquoi il y a la confusion? Parfois on entend doctorat, parfois on dit thèse, parfois on dit thèse. Qu'est-ce que c'est en fait? Pourquoi cette confusion? Les mots thèse est souvent confondu avec les mots doctorat, bien évidemment, mais le doctorat, d'accord, est le nom du diplôme ou du grade que vous obtenez à la fin de la thèse. Quant à la thèse, c'est le travail lui-même, d'accord, c'est le travail préparé que vous allez soutenir, qui s'appelle la thèse, mais n'a rien à voir avec les diplômes, d'accord. Donc, doctorat, c'est les grades, c'est les titres, c'est les diplômes. La thèse, c'est le travail que je prépare, qui me mène, d'accord, au mérite de ce diplôme. Et bien évidemment, sous l'encadrement d'un supervisor qui est votre directeur de thèse obligatoirement. Alors, quels sont les prérequis d'une thèse? C'est-à-dire, quelles sont les obligations, les éléments qu'il faut absolument avoir pour parler d'une thèse? Alors, première chose, c'est l'inscription. C'est-à-dire, quand vous inscrivez à une thèse de doctorat, vous devenez chercheur. Et chercheur, c'est une qualité encadrée par la loi. On n'a pas le droit, d'accord, si on n'a pas la qualité, de se jouir de droits qui correspondent à cette qualité. C'est-à-dire, quand on n'est pas docteur, on n'a pas le droit de dire « je suis docteur ». Quand on n'est pas médecin, on n'a pas le droit de le dire. Quand on n'est pas spécialiste, on ne peut pas aussi se présenter. Quand on n'est pas avocat, pareil. Quand on n'est pas, il y a la loi, sinon ça devient une infraction, ça devient un délit pénal. D'accord? Donc, pareil pour une thèse, un thésard, c'est une qualité qui n'est pas donnée à tout le monde. Et le fait d'être inscrit, ça vous est déjà accepté. Vous avez cette qualité, vous avez cette chance. Et déjà, il faut être inscrit pour parler, pour dire « je suis thésard » ou « je suis doctorant ». D'accord? Deuxième chose, c'est un sujet pertinent. Ça veut dire quoi pertinent? C'est-à-dire un sujet déjà choisi, d'accord, en collaboration avec votre directeur, mais un sujet aussi qui correspond à votre institut de recherche, comme vos laboratoires, et votre domaine, c'est-à-dire un sujet valable, scientifiquement été validé. D'accord? Un directeur de thèse, bien évidemment, on dit, il disait les proverbes en fait, que pour un bateau, il faut avoir un seul capitaine, sinon ça risque de se noyer. Donc il faut toujours avoir, dans le cas d'un projet, même dans les projets, dans les autres matières, il faut avoir toujours un leader, et dessous leader, il faut respecter la hiérarchie, il faut avoir un directeur qui guide vos travaux, et il ne fait pas tout, sachant que la thèse, c'est la vôtre, d'accord? Un financement doctoral, aussi la thèse, vous allez consacrer toute votre vie. Le doctorant, il se lève le matin et il va à sa thèse. Hein. Même le week-end aussi, parfois il y a des week-ends, on le passe sur la thèse. Et il faut avoir un financement, parce que sinon, comment vous allez... d'accord? Donc les financements, on le verra plus tard, mais absolument, pour être plus à l'aise, il faut avoir un financement pour sa thèse. Il faut être payé pour la thèse, parce que sinon, d'accord? Alors un directeur des recherches et un laboratoire, bien évidemment. Alors, en préparant une thèse, je dois m'attendre à quoi? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il est demandé de moi en tant que chercheur quand je prépare la thèse? Il faut tout d'abord fournir un travail important et organiser sur une assez longue période. Ce n'est pas une semaine, ce n'est pas un mois, ce n'est pas un an, d'accord? Vous passerez les 4 saisons, d'accord? Vous passerez l'hiver, vous passerez le week-end sur la thèse, vous passerez beaucoup de choses et c'est pour ça qu'il faut faire un bon départ. Il faut aimer, c'est l'amour du métier. Il faut choisir ce qu'on aime. Après, si on n'est pas fait pour être chercheur, on peut réussir d'autres matières, hein, mais voilà. Passer à la recherche, il faut aimer ce qu'on fait. Sinon, on ne peut pas résister. D'accord? Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, devoir faire un plan de travail, c'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine stratégie, une certaine production dans votre esprit. D'accord? C'est pour ça que ce n'est pas donné à tout le monde. À partir de master, dans notre domaine, on commence à produire, à avoir des idées, à avoir des politiques, à proposer des choses. D'accord? On dit que la licence, c'est l'apprentissage de la méthodologie. Quand on passe au master, c'est l'application de la méthodologie. Et quand on passe au doctorat, c'est la production de la méthodologie. C'est-à-dire, à partir de ce moment, je produis. Je suis une machine qui a été en construction, en fait, voilà. Et après, elle a été adaptée au fonctionnement. Et par la suite, je dois donner mon produit. Je dois produire, d'accord, un doctorat. Respecter une certaine méthode de travail, bien évidemment. Il y a des conditions à respecter. Surtout, les thèses sont bien encadrés, surtout dans les mondes. Hein. Il faut vraiment prendre connaissance de tous les textes qui sont en vigueur. Alors, l'accès au doctorat. Comment je peux accéder à ce doctorat? C'est attendre le 3e cycle, bien évidemment, dans l'enseignement supérieur, comme la licence et les masters, bien évidemment. Et ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas parce que j'ai eu un master que je peux passer à la thèse. Hein. Ce n'est pas parce que j'ai eu une licence que je passe au master. Hein. C'est sélectif, surtout le doctorat. Donc, la meilleure chose déjà, la première arme qu'il faut avoir vraiment, il faut déjà avoir des bonnes notes pour les étudiants. D'accord?
parce que sinon on ne peut pas avoir un directeur qui nous accepte pour la thèse. Ça, c'est la meilleure chose, première chose. Et il faut avoir un parcours justifié, un cursus universitaire justifié, c'est-à-dire que vous n'avez pas plongé ou changé beaucoup de spécialités, vous n'avez pas redoublé dans votre... Il y a beaucoup de critères qui comptent, mais c'est sélectif. Vous présentez un dossier qui contient toute votre vie, de votre départ. Vous allez tout mettre, d'accord? Il faut que le directeur de thèse soit d'accord aussi sur l'ensemble du cursus. Donc, il s'agit d'une expérience professionnelle, bien évidemment, de 3 ans, enfin, et un master, bac plus 8 dans certains domaines, d'accord? Mais en sciences sociales, c'est toujours entre 4 ans et 6 ans, même il y en a qui vont à 8 ans. Mais en sciences exactes, d'accord, pour les sciences, c'est entre 3 et 4 ans, en général. Alors, où faire son doctorat? Le doctorat se prépare dans toutes les universités a priori, d'accord? Dans la plupart des grandes écoles d'ingénieurs, parfois il y a certaines écoles d'ingénieurs qui préparent aussi des thèses pour les ingénieurs à la fin de leurs études. De l'école d'aménagement aussi, et même des écoles d'art aussi qui préparent aussi de doctorats en littérature, en ce qui concerne les beaux-arts et autres, d'accord? Le doctorat est le plus élevé diplôme accordé au niveau international, c'est-à-dire c'est un pass international. Vous êtes docteur, vous êtes partout. Vous êtes à l'aéroport de Jean Kennedy, vous êtes à l'aéroport de Moutoussi, vous êtes au Maroc, vous êtes en Tunisie, vous êtes dans un port international, vous êtes un touriste, vous êtes docteur, vous êtes partout. Et on comprend, il suffit de dire docteur dans toutes les langues, et on comprend que vous êtes docteur, vous avez fait PhD, que vous passez 3e cycle. Donc c'est un pass international, d'accord? Alors, dans un laboratoire de recherche encadré par un directeur de thèse, bien évidemment, la thèse en sciences exactes, c'est-à-dire sciences maths, économie, les sciences, comme les facultés des sciences, d'accord? Dans un laboratoire de recherche, bien évidemment, à temps plein, c'est-à-dire quand vous commencez à travailler, il y a soit à mi-temps, soit en temps plein, c'est-à-dire le 8 heures par semaine, d'accord? Et quand vous commencez une thèse dans un laboratoire, comme vous êtes financé dans la plupart du temps, on en parlera dans la partie qui concerne le financement, vous êtes financé, il faut être à temps plein. Vous êtes pour les laboratoires, vous êtes employé pour cette entreprise, d'accord? C'est à temps plein. Vous vous réveillez à 8 heures, vous allez au laboratoire, vous retournez le soir du laboratoire, d'accord? Le week-end, vous pensez au laboratoire. Et le dimanche, vous préparez des choses qui concernent le laboratoire. Ça devient une partie de votre vie, d'accord? Il y a une interaction quotidienne avec vos collègues. C'est là qu'il faut avoir l'esprit professionnel. Votre comportement, surtout pendant la thèse chez vous, ce n'est pas le comportement qu'on doit avoir au laboratoire. Moi, je conseille en général, quel que soit dans une entreprise ou en matière dans les mondes professionnels, de garder sa vie privée et ne pas partager sa vie privée dans les mondes professionnels et l'inverse. N'est pas partager, d'accord, les mondes professionnels dans sa vie privée. D'une partie, c'est obligatoire, de l'autre, c'est un choix. Partager sa vie privée dans les mondes professionnels, c'est un choix, je peux le faire, voilà, personne. Mais à l'inverse, je n'ai pas le droit parce qu'il y a le secret professionnel. Tout ce qui passe dans votre entreprise, même si un petit email de votre directeur qui vous dit bonjour, vous n'avez pas le droit de venir, d'accord, en mangeant avec votre famille, vous dites, ah, le directeur m'a envoyé un mail aujourd'hui, on me dit bonjour, je n'ai pas le droit, c'est une infraction. D'accord? Mais moi, je conseille de conserver vraiment la vie privée. Vous comprenez pourquoi. Enfin, quand vous préparez une thèse, vous comprenez tout seul, en fait, pourquoi. Alors, la thèse en sciences sociales. Donc, on a vu la science exacte. Il y a le laboratoire, je suis financé, ça prend 3 ans, d'accord? Mais en sciences sociales, tout ce qui concerne droit, littérature, géographie, histoire géo, d'accord? Les sciences humaines en général, plus le droit, c'est le travail s'est fait bien souvent de manière plus individuelle. C'est-à-dire, la différence entre une thèse en sciences en général, d'accord, on va dire, c'est que je suis en fait employé du laboratoire à temps plein et je suis payé, c'est comme un salarié. D'accord? Pour la thèse en sciences humaines, j'ai mon sujet, je n'ai rien à voir avec le laboratoire, je peux venir à la bibliothèque, je peux venir à l'université, comme je ne peux pas venir, bah, vous avez les choix, parce que je n'ai pas de manipulation à faire au laboratoire. C'est de la théorie. Il me faut juste mon ordinateur et mes livres. D'accord? Je peux être financé comme je ne peux pas être financé, ça dépend. Mais en sciences, c'est toujours financé parce que vous passez un appel d'offres. Toutes les thèses déjà, des bases, sont financées. Et si vous prenez une thèse, si vous gagnez une thèse, en fait, si vous êtes sélectionné pour cet appel, si vous êtes accepté, ben vous devenez salarié de l'entreprise. Alors qu'en sciences sociales, on peut travailler chez nous comme dans un laboratoire de thèse. Je peux travailler où je veux. Donc, il suffit juste d'avoir son ordinateur et ses livres. D'accord? Ne requiert pas une présence quotidienne de laboratoire, donc vous n'êtes pas obligé de venir en sciences sociales. Venez régulièrement rencontrer vos directeurs, bien sûr, c'est obligatoire. Et vous serez souvent basé à votre domicile, dans la plupart du temps. Vous pouvez venir à l'université, mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas comme le laboratoire. Les laboratoires en sciences, vous ne pouvez rien faire sans passer au laboratoire. Vous ne pouvez pas avancer. Toutes les manipulations sont au labo. Mais pour les sciences sociales, c'est un peu indépendant, malgré que l'indépendance, parfois, elle est mauvaise. Alors, les écoles doctorales, qu'est-ce que c'est?
Tout inscrit dans une thèse de doctorat doit appartenir à une école doctorale. Et l'école doctorale est attachée à votre université. Donc le doctorat est organisé par des écoles doctorales. Les écoles doctorales sont rattachées au laboratoire de recherche publique, d'accord? Les laboratoires sont répartis sur l'ensemble de chaque pays, d'accord? Pardon, excusez-moi, il y a une erreur. Votre travail en collaboration avec votre... Pardon, excusez-moi, Et en chaque école doctorale, d'accord, fédère plusieurs laboratoires de recherche. C'est-à-dire c'est une carte régionale. C'est comme les collectivités territoriales. Il y a une sorte d'organisation administrative. Les écoles doctorales, dans chaque école doctorale, il y a plusieurs laboratoires selon le domaine ou unités de recherche, d'accord? Et pour chaque école doctorale, il peut y avoir plusieurs universités ou une seule université, d'accord? Alors, ce sont les écoles doctorales qui organisent et encadrent les activités de doctorants, notamment les formations complémentaires en méthodologie, d'accord? En préparant un doctorat, vous n'aurez pas seulement que la thèse, hein, il y a 150, je pense, heures de formation à valider. Vous devez faire beaucoup de séminaires et surtout des langues. Il faut déjà publier 3 articles dans des revues internationales. Il faut minimum préparer ou avoir participé à des conférences internationales, 2 ou 3 conférences. C'est une obligation avant la soutenance. Donc, il n'y a pas que la thèse à faire. C'est pour ça qu'il faut vraiment être un japonais quand on prépare une thèse, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire à la fois. D'accord ? Communication, des formations parfois sur la communication, comment présenter devant le public, en fait c'est très important. C'est la prise des paroles devant le public. Là vraiment, il y a beaucoup de choses à voir, surtout en ce qui concerne les body language, le ratage sédent, les langages corporels. Il y a beaucoup de choses à faire. Et pendant la thèse, vous ne faites que présenter. Si vous ramenez un article à votre directeur de thèse, vous le présentez. Si vous ramenez un chapitre, c'est pareil. Votre soutenance, c'est une présentation. Si vous faites une conférence internationale, c'est pour présenter. Vous ne faites que communiquer, et c'est très important. Les écoles doctorales assurent parfois des formations pour former les doctorants sur ces aspects-là. Alors, propriété intellectuelle, bien évidemment. Hein, il y a aussi des sensibilisations en ce qui concerne les propriétés intellectuelles, en matière de plagiat, etc. On en parlera à la fin, d'accord ? Création d'entreprise, parfois on est doctorant et on veut aussi créer notre entreprise, et pourquoi pas. Et les écoles doctorales, d'habitude, en fait, soutiennent aussi les jeunes leaders qui veulent créer leur entreprise, d'accord? Les langues étrangères, bien évidemment, il y a des formations en langue étrangère, même en sciences, je pense, dans la plupart des domaines, à 80%, l'anglais est obligatoire. Minimum intermediate level, d'accord? C'est obligatoire aujourd'hui. Et la rédaction d'articles scientifiques aussi, ils font des formations sur la rédaction, parce que vous êtes obligé de publier 3 publications minimum pour valider votre soutenance, d'accord, dans des revues internationales. Alors, les écoles doctorales organisent aussi l'inscription en doctorat de tous les doctorants. C'est tout ce qui concerne l'aspect administratif, en fait. Inscription, suivi des thèses, les rapports d'avancement, d'accord, les collaborations, les problèmes. En fait, c'est votre référent administratif, d'accord? En plus de suivi de l'avancement de votre travail. En ce qui concerne les différents types de doctorats, il y a beaucoup de types de doctorats, d'accord, qui existent aujourd'hui selon le financement, selon l'organisation, puisque chaque type de doctorat est organisé, est encadré d'une loi ou d'un règlement, d'accord? Chaque type de doctorat a ses propres conditions de fond et de forme, et surtout des conditions d'accès. Donc, dans les mondes, vous avez les 2 systèmes d'enseignement supérieur, soit le système francophone qui est applicable en France, au Québec et dans les pays francophones, Suisse et les colonisations françaises, ou les systèmes anglophones aussi qui a son doctorat PhD à part, anglo-saxon, comme les pays des États-Unis, l'Angleterre et les pays anglophones. Alors, le doctorat simple, tout d'abord, il y a la première forme de doctorat, c'est le doctorat simple, c'est le doctorat classique. D'accord, je prépare une thèse, je suis inscrit à une université, je vais soutenir ma thèse, j'aurai mon doctorat, et je pars. Donc, c'est le doctorat classique, parce qu'il y a d'autres formes qui sont différentes. C'est la manière la plus courante, d'accord, de réaliser son doctorat en 3 à 6 années, et souvent financé. C'est un diplôme de doctorat qui sera obtenu, et l'inscription à la soutenance de thèse, d'accord, ont lieu dans seul établissement. Donc, c'est le doctorat classique, la première forme. Deuxième doctorat, c'est le doctorat en codirection, c'est-à-dire, je suis inscrit dans une université, d'accord, j'ai mon directeur de thèse dans mon établissement, mais en même temps, j'ai un deuxième directeur de thèse dans une autre université, soit dans une autre ville, soit dans un autre pays. D'accord? Je serai inscrit dans une seule université, d'accord? C'est dans cette université que je vais passer ma soutenance, mais la codirection passe en 2, parce que chaque directeur de thèse, lui, administrativement, il est attaché à un établissement. Si je suis à l'université de Nouakchott, je ne peux pas avoir la qualité d'être à l'université des Rabat ou l'université d'Anta Diop à Dakar. Si j'encadre un élève marocain au Maroc, je reste quand même un encadreur de l'université de Nouakchott.
mais je peux faire de la co-direction, mais je reste attaché à mon établissement, d'accord? Donc, co-direction, avoir des directeurs de thèse, des unités de recherche, vous aurez plus d'expérience, vous partagez avec les deux, d'accord? Vous faites le retour entre les deux aussi en ce qui concerne la manipulation, les travaux de recherche, etc. Mais vous restez attaché à votre établissement pour la soutenance et pour les diplômes, d'accord? Ça, c'est le deuxième forme de thèse. Cette modalité intéressante et facile à mettre en œuvre et vous permet de réaliser votre doctorat dans le cadre d'une collaboration internationale. Ce genre de thèse, elle est fait aussi pour avoir une mobilité internationale. C'est-à-dire, je fais une thèse, par exemple, entre les Nouakchott et les Rabat. C'est-à-dire, j'aurai une mobilité internationale. Je vais avoir d'autres personnes, d'autres chercheurs, d'autres nationalités. Et ça permet d'avoir, enrichir, en fait, mon expérience professionnelle. D'accord? C'est l'objectif principal. Il y a aussi ce qu'on appelle la thèse en co-titel. Quand je suis passé à l'université de Nouakchott, je pense il y a quelques années, quand j'étais chercheur, je pense que c'était en 2013, je vis déjà des co-titels à l'université de Nouakchott, entre l'université de Nouakchott et d'autres universités marocaines et tunisiennes. Alors, co-titel, c'est quoi? C'est, j'ai des directeurs de thèse, j'ai bien évidemment celle-ci, j'ai les sujets toujours les mêmes, on va avoir des sujets de thèse, voilà. J'ai mon sujet de thèse, j'ai des directeurs de thèse, je suis inscrit dans des établissements, d'accord? Et je veux passer une seule soutenance, bien sûr, dans l'université où je paye mon inscription. Et à la fin, j'aurai ce qu'on appelle la double diplomation. J'aurai 2 diplômes. Exemple, je suis doctorant à l'université de Nouakchott et je suis doctorant à la Sorbonne. À la fin de ma soutenance, j'ai choisi de soutenir ma thèse ici. J'ai les 2 directeurs, je travaille avec les deux pendant ma thèse. Mais à la fin, la Sorbonne est obligée de m'accorder le diplôme de docteur et aussi l'université de Nouakchott obligée de me donner le double diplôme. D'accord, c'est la co-titel et il faut avoir les 2 directeurs de thèse et vous travaillez avec les 2. Et ça vous permet aussi d'avoir une mobilité internationale et surtout pour le financement. Parfois, il y a des financements qui sont accordés spécifiquement pour les thèses en co-titel. D'accord? Alors, il y a aussi ce qu'on appelle le doctorat en entreprise. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il y a une entreprise qui travaille dans le monde de la recherche scientifique où son travail est lié à la recherche scientifique, d'accord? Ou c'est son métier ou son domaine, d'accord? Il prend des salariés, qui sont des doctorants, qui vont faire la recherche au profit de cette entreprise et qui sont en même temps salariés à cette entreprise. Ils vont faire la recherche pour cette entreprise et ils vont soutenir leur thèse, d'accord, comme salariés, et ils vont avoir aussi les diplômes de docteur. Donc c'est juste une sorte de financement. Elle vous finance, vous venez tout le temps pour l'entreprise, quotidiennement, entre l'entreprise et le laboratoire, et à la fin, les résultats sont à la propriété de l'entreprise. Il faut savoir aussi que la thèse, vous êtes les seuls responsables, mais ça ne vous appartient pas en totalité. La thèse appartient à vous, à votre directeur et à votre université. Quand vous soutiendrez votre thèse et que vous voulez faire des modifications, il faut avoir l'accord de 3 propriétaires. Vous, bien évidemment, votre directeur et l'établissement. D'accord? Alors, il y a aussi ce qu'on appelle, tout récemment, il a été mis en œuvre, le doctorat européen conjoint. C'est le doctorat européen conjoint, ou European Joint Doctorate, d'accord, qui a été mis en place, en fait, les années 2020 dans le programme d'Horizon de l'Union européenne. Et ça consiste à faire, en fait, sa thèse dans 3 pays de l'Union européenne, entre 3 pays. Par exemple, c'est la France, l'Allemagne, la Suisse, pour faire votre thèse, et vous faites la recherche entre 3 pays. Et vous êtes financé par l'Union européenne. Et ce genre de doctorat, ce type de doctorat est ouvert aussi aux étudiants internationaux. Tout le temps, dans les cadres de doctorat, même au niveau de financement, au niveau des candidatures, des appels d'offres, c'est à l'international. La nationalité, ça ne compte pas beaucoup, en fait. C'est surtout la compétence. C'est le mérite, en fait. D'accord? C'est comme les marchés publics dans la matière administrative. Quand on fait un appel d'offres pour un marché public, eh ben, on peut prendre des étrangers comme on peut prendre des nationaux. Donc, on cherche les profils qui correspondent à nos attentes. D'accord? Donc, en matière de doctorat, toujours, vous pouvez candidater pour d'autres financements qui sont dans d'autres pays ou organisés par l'Union européenne ou l'Union africaine ou autres organisations internationales. Alors, en ce qui concerne l'inscription au doctorat, l'accès est sélectif, bien évidemment. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ah, d'accord. Pour s'inscrire en doctorat, il faut déjà réussir son master de recherche, parce que d'habitude, dans le cadre du LMD, vous avez les masters professionnels. Il est destiné pour travailler l'entreprise normalement. Malgré qu'il y a certains masters, si vous avez des bonnes notes, vous pouvez passer un doctorat. Mais en général, d'accord, on fait un master professionnel pour travailler directement et ne pas faire la recherche. Et si on veut faire la recherche, on doit plutôt prendre un master recherche. D'accord? Sachant que c'est le note qui compte vraiment. Si vous voulez vraiment choisir, il faut avoir des bonnes notes. Parfois, on a un master professionnel, mais on a accepté un doctorat.
ou même parfois on est ingénieur, bac plus 5, dans une école d'ingénieur, et on est accepté en doctorat grâce à nos notes et notre carrière. D'accord? La base, c'est avoir bac plus 5. Mais après, normalement, c'est un master de recherche a priori. Ou un bac plus 5 équivalent, ou être accepté par une école doctorat. Donc, il faut aussi être accepté. Ce n'est pas parce que j'ai les diplômes que je suis automatiquement accepté. C'est sélectif. Il faut candidater comme tout le monde, d'accord? Et c'est votre parcours, vos résultats, point de parfois la motivation. C'est comme un entretien d'embauche, en fait. Parce que si on vous prend en thèse, on vous embauche, mais pour quelques années. Donc, il y a une responsabilité, on ne prend pas. C'est pour ça que c'est sélectif. Ce qui demande d'avoir trouvé déjà son sujet de thèse. Bien évidemment, il ne faut pas venir voir un directeur de thèse, lui demander de vous encadrer avec les mains vides. Il faut toujours avoir votre sujet, parce que ça vous appartient, les sujets vous appartiennent. Et il faut faire la recherche avant de choisir son sujet de thèse dans les catalogues des universités et partout pour savoir si ce sujet a été déjà préparé ou traité par quelqu'un d'autre ou pas. Parce que vous êtes obligé d'avoir un sujet nouveau, novateur, la première fois en fait, d'accord? Donc il faut bien faire ce diagnostic avant le choix et il faut bien préparer son sujet avant de venir voir le directeur. Parce que si vous venez comme ça les mains vides voir un professeur lui demandant, c'est un mauvais signe, c'est-à-dire que vous, voilà, vous n'êtes pas, c'est un double travail pour lui. Vous n'avez pas votre sujet, il faut qu'il vous guide, enfin, les directeurs de thèse, surtout les chercheurs, ils ont 100 000 choses à faire, à la fois personnelles et professionnelles. Ils n'ont vraiment pas le temps, et c'est partout dans les mondes. Et si vous venez comme ça, un doctorant qui va prendre un double travail, il ne va pas l'accepter. D'accord? Il veut quelqu'un vraiment qui déjà organisé, qui a déjà fait le nécessaire. Donc il faut toujours avoir son sujet, les présenter avant de venir. Mais dans certains cas, ça peut être en fait différent. Pour les laboratoires, par exemple en sciences, c'est le laboratoire ou l'institut qui vous propose le sujet, parce qu'il finance des sujets nécessaires pour leur institut, d'accord? Et il finance ce sujet et il vous fait en fait un appel d'offres. Il faut candidater pour l'appel d'offres. Donc, si vous êtes accepté pour l'appel d'offres, vous avez déjà les sujets et les financements. Mais si ce n'est pas les cas en fait en sciences sociales, il faut venir avec son sujet déjà présenté. Et être accepté par une école doctorale, bien évidemment. Parfois, on est accepté par le directeur de thèse et pas l'école doctorale. C'est rare, mais ça peut arriver aussi, d'accord? Ce qui demande d'avoir déjà trouvé son sujet de thèse, bien évidemment. Ce doctorat est possible aussi dans tous les domaines, comme maths, sciences, droit, gestion, économie, sciences humaines, etc. Alors, l'organisation des études. Lieu des études dans une université ou un établissement associé, d'accord? Soit une université, soit un établissement accrédité, d'accord? Durée de 3 à 4 ans, on l'a vu, ou de 4 à 6 ans en sciences sociales. Au programme, pendant ces années de thèse ou de doctorat, consacre en fait tout son temps aux travaux de recherche qui lui permettent de préparer, réfléchir et rédiger sa thèse. C'est-à-dire, vous aurez un travail de préparation, c'est le diagnostic que vous faites au début, préparer la recherche, préparer la documentation sur votre sujet, réfléchir sur votre plan du travail, parce qu'il ne faut pas reproduire le travail des autres. Vous allez voir qu'est-ce que les autres ont fait, et ça vous donne des idées pour dégager votre plan de travail qui doit être novateur. D'accord? Et par la suite, vous passez à la rédaction pour concrétiser votre travail dans un rapport. Alors, en ce qui concerne le financement des thèses, il faut savoir qu'en sciences en fait exactes, ce qu'on appelle les sciences en général, tous les sujets sont financés. Vous n'avez qu'à candidater pour le sujet. Une fois que vous êtes pris, vous avez votre financement et vous devenez salarié pour ces laboratoires. En sciences sociales, ce n'est pas les cas, comme en droit, sciences humaines et tout ça. En sciences sociales, il faut déjà créer son sujet, le trouver, et il faut aussi chercher les financements, candidater pour d'autres bourses qui existent ou pour être sélectionné pour avoir ce financement. Alors, décrocher une convention, il y a beaucoup de types de financement, soit une convention qui s'appelle chiffre, c'est convention industrielle de formation par la recherche. C'est ce qu'on a vu en fait, c'est le financement accordé par les entreprises. D'accord? Vous faites la recherche au profit de l'entreprise, vous êtes en fait salarié d'entreprise et vous êtes financé, payé par cette entreprise. Donc ça s'appelle une convention CIFRE, convention industrielle de formation par la recherche. Soit choisir un sujet de thèse financé, comme les cas des laboratoires, d'accord, qui donnent déjà les sujets financés, il faut un appel d'offres et vous candidatez pour ce sujet. Soit les laboratoires, parfois l'ONU et les ambassades aussi étrangères, comme l'ambassade de France en Nouakchott, ils accordent aussi parfois de financement des thèses comme des bourses de mobilité, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle de décrocher une bourse, tout simplement. Soit une bourse de l'État au niveau national, soit une bourse régionale, parce qu'en fait, les collectivités territoriales dans les États sont des États dans un État.
surtout dans les pays développés, en fait, comme en France, au Canada, sont vraiment très indépendantes, ces collectivités. Et surtout en Europe, elles sont financées par l'Union européenne en matière de recherche scientifique. Et ils donnent ce qu'on appelle des financements doctoraux, des bourses doctorales, chaque collectivité territoriale. Enfin, l'wilayat wal andra, d'accord? Donc, comme les régions. Alors, en ce qui concerne l'élaboration de la thèse, donc on a vu qu'est-ce que c'est, comment s'inscrire, comment accéder, comment avoir un financement. Alors, comment je peux élaborer, c'est-à-dire concrétiser mon travail de thèse? Tout d'abord, il faut dégrossir les acquis sur le sujet, d'accord? C'est faire le tour de la documentation, d'accord? Faites aussi vos fiches sur les lectures et rédiger une problématique provisoire. C'est-à-dire, vous allez faire tout d'abord un état de lieu de votre sujet, qu'est-ce qu'il a été dit jusqu'à aujourd'hui, où est-ce qu'on est arrivé sur l'avancement de la recherche des travaux, d'accord? Faire la documentation ou la recherche documentaire pour tous les documents qui concernent votre sujet. Et une fois que vous avez analysé tous ces documents, vous allez faire vos fiches, c'est-à-dire le résumé ou la sauce que vous dégagez en fait, ou le résumé que vous dégagez de ces travaux de recherche, d'accord? Et par la suite, vous allez passer à la phase de rédaction à la fin. Alors, deuxième chose, c'est préciser sa problématique et faire un plan de travail. Il faut savoir, dans le cadre d'une thèse, dans tous les domaines, la problématique est la pierre angulaire. C'est le noyau dur, d'accord, de la thèse. C'est-à-dire que votre plan, votre travail, toute la thèse doit répondre à une seule question qui est la problématique. Donc, il faut partir sur une bonne base. La problématique, c'est tout, vraiment, c'est la base, c'est le point de départ. C'est la fondation de votre création. Il faut bien choisir la problématique et surtout après avoir faire la recherche documentaire nécessaire et faire le tour, à 80% minimum, de tous les documents qui concernent votre sujet pour dégager une problématique valable et scientifique avec votre directeur de thèse. Et après la problématique, vous allez préparer ce qu'on appelle les plans de travail. D'accord? Les plans de travail, surtout en matière de rédaction, parce que concrétiser la thèse, c'est déjà avoir, en ce qui concerne la science, déjà publier ces articles, avoir des résultats. D'accord? Parce qu'en sciences exactes, il faut avoir des résultats des recherches au laboratoire, en manipulation. Et en sciences sociales, il faut avoir des résultats dégagés à partir de vos textes et vos recherches. Donc déjà, quand je passe à la phase de l'élaboration de la thèse, c'est-à-dire j'ai déjà les résultats et je passe à la rédaction et la préparation. Donc je fais ma problématique et les plans du travail de rédaction de la thèse. C'est le plan que vous validez aussi avec votre directeur de thèse et qui sera les plans provisoires de votre travail. Alors, élaborer aussi une méthodologie, bien évidemment, on ne peut pas travailler sans méthodologie, bien évidemment, d'accord? Vous devez également prendre conscience du travail à venir, de l'ampleur du travail à fournir, c'est-à-dire l'importance de votre travail, des difficultés d'approche du terrain. On a dit en fait que la thèse est un projet. Et quand on veut préparer en fait un projet, on va déjà faire un diagnostic et une étude concernant les atouts, les faiblesses, les opportunités, d'accord? Une enquête sur les terrains pour avoir déjà la faisabilité de votre projet. Donc, ce que vous faites aussi pour une thèse. Et des premiers résultats, c'est-à-dire il faut que je me rassure que je suis sur la bonne route pour mes résultats. Dès que je commence les travaux, je vais avoir des petits résultats qui sortent d'ici et là. Et ce sont vraiment les signes que les travaux peuvent avancer sur une certaine logique ou certaines méthodologies. Alors, quatrième position, c'est les parties théoriques et empiriques, c'est-à-dire les travaux des recherches, d'accord? Vous analysez les données théoriques acquises, synthèse de lecture, publication sur le sujet, c'est-à-dire toutes les données que vous avez cumulées dans vos fiches après la recherche. Donc, la recherche, c'est beaucoup de documents. Vous avez fait des fiches, des points essentiels que vous avez élaborés ou abordés dans votre thèse. Et dans ces cas, vous allez aussi analyser s'il n'y a pas de changement, parce qu'en préparant une thèse, on est aussi obligé d'être à jour. S'il y a des choses qui changent juste une semaine avant votre soutenance, concernant votre sujet, d'accord, et que vous avez déjà fait les dépôts légaux, il faut les avoir en tête le jour de la soutenance, parce qu'ils vont vous poser la question. En préparant une thèse de l'inscription du premier jour jusqu'au jour de la soutenance, vous êtes responsable de tout ce qui change dans votre domaine ou au moins votre question. Supposons que vous avez déjà fait le dépôt légal, votre soutenance, vous êtes happy, d'accord, vous avez déjà vos invités, vous préparez votre soutenance, et il y a un article qui sort qui change tout, parce que la recherche scientifique est évolutive, ça change. Aujourd'hui, on vous dit oui, cet ordinateur a un processeur, et demain on vous dit non, c'est une carte mémoire. C'est la recherche scientifique. Et vous êtes tenu de l'avoir. Si vous avez déjà déposé votre manuscrit, c'est-à-dire votre thèse, il faut l'avoir en tête parce qu'on va vous poser la question, et si vous ne connaissez pas, ça change tout. D'accord ? C'est aussi le moment de faire votre bibliographie, bien évidemment. Il faut penser à prendre note de la bibliographie dès le début.
Parce que la thèse dure quelques années, la rédaction, c'est la dernière étape. Et à chaque fois que vous lisez en fait un document, il faut noter la référence dans votre bibliographie, il faut être organisé. Parce que sinon, vous oublierez. Enfin, au bout de 3 ans, si vous voulez chercher ce document, vous allez oublier. À chaque fois que vous prenez une information d'un livre, d'une revue scientifique ou d'un document, un rapport ou peu importe, vidéo, qui ne vous appartient pas, il faut prendre la référence, la mettre dans votre bibliographie dès le début, dès la première semaine de la thèse. Sinon, vous vous perdrez et il ne faut pas jouer avec la recherche scientifique. Surtout les références, d'accord? Il ne faut jamais jouer avec ça. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la confiance. Et la confiance, si on la perd, on ne peut jamais la rétablir. D'accord? Ça se donne une fois, c'est comme la vie. D'accord? Et deuxième chose, il y a votre carrière aussi qui peut tomber à l'eau à cause d'une seule erreur au niveau des références et du droit d'auteur. Il ne faut jamais jouer avec ça. Dès le début, si vous prenez une information, vous la prenez, vous inspirez des autres, vous avez le droit, mais il faut la noter à part. Référence, nom de l'auteur, les titres, la revue, le numéro, l'année, la page, etc. De A jusqu'à Z. D'accord? Il vous faut aussi organiser pour la partie en fait empirique, confronter la théorie et les réels. Parfois, même en sciences sociales ou en sciences exactes, en fait, ce que vous avez fait, vous avez concrétisé votre travail, vous avez votre plan, vous avez vos recherches, mais parfois, il faut penser aussi à l'avenir, à la vie pratique. Qu'est-ce que ça compte en fait pour la vie pratique? Est-ce que vraiment ça colle ou pas? Est-ce que ça fait avancer les choses ou pas? D'accord? C'est votre vision personnelle, parce que n'oublions pas que vous êtes seul avocat de votre thèse. D'accord? Confronter la théorie avec les réels et faire surtout un plan d'attaque pour les recherches. C'est votre plan de recherche. Alors, vous avez différentes options pour la recherche empirique. Enquête qualitative, c'est-à-dire parfois, on est mené à faire des enquêtes sur les terrains selon notre sujet. D'accord? Parfois, je me rappelle quand j'étais doctorant, je suis venu ici à Nouakchott pour faire une enquête au Conseil constitutionnel. Je passais quelques semaines avec le président du Conseil constitutionnel pour faire mon enquête sur le sujet. Donc parfois, vous soit voyagez, soit dans une autre ville, soit dans votre université. Parfois, on est mené à faire des enquêtes qualitatives et quantitatives selon les besoins de votre sujet. Manipulation en laboratoire, on a dit en fait qu'en science, la manipulation est obligatoire. On ne peut pas avancer en science sans avoir le résultat à partir de notre manipulation au laboratoire. Pardon, excusez-moi. Observation participant, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle en fait en matière professionnelle, ce qu'on appelle l'écoute active et l'écoute passive. Il faut les deux. Parce que la thèse, c'est du travail, c'est un milieu professionnel. D'accord? Et pour les deux écoutes sont nécessaires en matière de recherche scientifique. C'est-à-dire quoi? Quand vous travaillez dans une banque, quand vous faites une formation professionnelle, on vous apprend en fait à faire une écoute et ce qu'on appelle l'intelligence sociale, c'est savoir écouter quelqu'un. Parfois, on est obligé de faire une écoute active, c'est-à-dire vous répondez, vous attendez la question, vous répondez, et parfois on est obligé d'écouter la personne. Par exemple, en cas de conflit, en cas de colère, vous devez absorber la personne, il faut l'écouter jusqu'à la fin, d'accord? Donc, ça dépend des cas et parfois, vous êtes obligé de faire des enquêtes sur les terrains selon les observations et selon l'écoute et les cas. Intervention en organisation aussi, il faut intervenir selon votre plan organisationnel et surtout, il faut respecter les droits d'auteur et les droits de vos collègues parce que surtout dans le laboratoire, vous ne travaillez pas tout seul. Parfois, vous devez publier un article, ça vous appartient, mais il faut, par gentillesse, mettre d'autres collègues. C'est une obligation professionnelle. Donc, il faut prendre tout ça en compte, que vous travaillez, il faut avoir l'esprit d'équipe. D'accord? Et la collaboration avec les collègues, c'est une obligation. Parce qu'en fait, en matière professionnelle, vous n'êtes pas obligé d'aimer quelqu'un, mais vous êtes obligé de le respecter. D'accord? Le respect, c'est une obligation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir un jour, ne pas dire bonjour à vos collègues. Si vous devez envoyer une information, il faut l'envoyer à temps. S'il y a une information à faire, il faut passer l'information. D'accord? S'il y a une aide à faire, il faut le faire. Il faut être professionnel, même si vous n'aimez pas la personne. Parce que parfois, c'est aléatoire. Parfois, il y a des gens avec lesquels on se sent un peu plus à l'aise et d'autres non. Donc l'amour n'est pas obligatoire, mais le respect est obligatoire. C'est une obligation, vous êtes obligé, d'accord? Alors, cinquième chose, c'est analyse des données, c'est-à-dire je fais les cumuls de données, et dans ces cas, je vais passer à ce qu'on appelle l'analyse. J'ai les données qui sont exactes, à partir de ma recherche, sont bien planifiées, d'accord? J'ai mes fiches qui sont claires, j'ai mes références dans la bibliographie, mais je veux passer par l'analyse des données quand même. Est-ce qu'il y a des choses qui collent avec mon sujet, d'autres non, d'autres bizarres, d'accord? D'autres qui sont évolutives, d'autres qui sont, voyez? Et pour cela, il faut avoir de la rigueur, c'est-à-dire la sérieuxité. Il faut vraiment avoir la motivation quotidienne. Il ne faut jamais perdre le fil. Et prétester sa méthodologie. Avant d'appliquer votre méthodologie, il faut la tester. Est-ce que ça marche pour vous, pour votre sujet ou pas?
Avoir vérifié la faisabilité, donc il ne faut pas oublier que la thèse est un projet, et pour chaque projet, il faut vérifier la faisabilité. Est-ce que c'est faisable réellement ou pas? Identifier les obstacles, c'est un projet. Pour chaque projet aussi, il faut identifier les obstacles, les opportunités, les atouts, parce que chacun a ses faiblesses et chacun aussi a des qualités. Chacun de vous a des qualités que l'autre n'a pas. Donc l'intelligent, c'est la personne qui joue, qui travaille sur ses défauts pour les améliorer et aussi développer ses qualités ou se jouir de ses qualités. Et par la suite, vérifier vos données avant les analyser. Bien évidemment, c'est la certitude de les demander un doctorat. Le jour de votre soutenance, on vous demande vraiment sur les points et les virgules. Tout ce qui concerne les dates, tout ce qui concerne la recherche scientifique. Il n'y a pas le choix. Il faut être organisé dès le départ, sinon ça ne passera pas. Surtout pour les références bibliographiques et surtout pour les UD, d'accord? On vous demande surtout, et vous êtes responsable de tous les mots, des A jusqu'à Z. Parfois, il y a des thèses qui contiennent 600 pages, 700, surtout en droit. Et vous êtes responsable de tout, de A jusqu'à Z. Vous êtes les premiers responsables. D'accord? Alors, sixième chose, c'est travaux complémentaires. Il n'y a pas que la thèse. C'est pour ça qu'il faut vraiment être un japonais en préparant une thèse. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a le travail de la thèse, le travail principal, mais il y a beaucoup de choses à faire à côté. Quel que soit dans votre vie privée ou votre vie professionnelle. Il y a les publications à faire. Les laboratoires, parfois, votre directeur va vous donner des matières à enseigner. Il faut préparer les cours pour les étudiants. Parfois, votre laboratoire aussi prépare des événements internationaux, vous devez participer. Dans votre vie privée, il faut faire du sport pour le bien-être aussi, tous les jours. Si on est motivé, il faut le faire. Il faut faire des cours, je ne sais pas, il faut organiser aussi sa vie privée. Il y a beaucoup de choses à faire. Et vraiment, une organisation, vous êtes obligé de soutenir. Vous avez un temps limité, surtout quand vous avez un financement. Un financement, on ne vous paye pas comme ça en vain, on vous paye avec un contrat que vous signez. Et à partir de ce contrat, vous avez une responsabilité. Vous devez rendre les travaux à tel jour, tel jour. Il y a beaucoup de deadlines et il faut les respecter en prenant en compte en fait votre organisation. Donc vous devez certifier bien évidemment, comparer, d'accord? Quand je fais des études, il faut comparer aussi avec les autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait les autres chercheurs dans la matière? Est-ce que je l'ai dépassé? Est-ce que c'est en qualité par rapport à ça? Est-ce que c'est représentable par rapport à ce qui a été fait ou pas? D'accord? Et surtout, rédiger. Et rédiger, il faut avoir un esprit d'un notaire, parce que vous passez, il y a tout dans une thèse. Je vous ai dit, il y a tout dans une thèse. Il y a la philosophie, il y a la science, il y a l'intelligence sociale, il y a la vie, c'est bizarre, c'est un passage bizarre. Et dans ces cas, même si vous êtes chercheur scientifique, c'est-à-dire la rédaction, ce n'est pas votre métier, mais quand même, quand vous passez à rédiger, il faut avoir l'esprit d'un notaire. Je ne sais pas, être à côté d'un jardin, ou travailler dans un endroit que vous aimez. Vous allez aussi, il y a les cafés, la souris qui vont devenir vos meilleurs amis. Un café noir et la souris sont vos meilleurs amis pendant toute la thèse. Et surtout quand vous passez à la rédaction. Il faut oublier que le week-end, en fait, il faut pas oublier que le week-end ne vous appartenait plus. Quand vous commencez la rédaction, vous allez passer 2 week-ends, jour, samedi et dimanche, sur la thèse. Et parfois, vous vous réveillez, en fait, vous êtes déjà endormi, et vous pensez que vous avez oublié une idée, vous sautez de votre lit pour ajouter l'idée, sinon vous allez l'oublier. Donc c'est un passage bizarre, il y a tout, on a besoin de l'organisation, on a besoin de caractère humain, et en même temps aussi de la recherche scientifique et l'avancement dans tous les sens. Il faut que ça avance dans tous les sens. S'il y a un problème, il faut le régler sur place. D'accord? Alors, quand on passe à la rédaction, c'est la 7e étape. Vous allez rassembler toute la documentation bibliographique, c'est-à-dire dès le début, on n'a pas oublié que je cumulais toute la bibliographie, je fais mes résultats, je prie tous les documents qui concernent mon sujet, je fais mes fiches qui sont déjà prêtes, je passe à la rédaction. Dans ces cas, je vais sortir, dégager la bibliographie que j'avais cumulée dès le début. Il y a des références qui ont été faites depuis 4 ans, d'autres ont été faites depuis 3, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il faut le cumuler, vous en aurez besoin pour la rédaction. Et surtout quand vous passez à la partie bibliographie dans votre thèse, c'est une partie primordiale. La bibliographie pour vraiment un chercheur, c'est la base, c'est la pierre angulaire. Vraiment, il faut vraiment travailler ça. Et surtout la certitude en recherche scientifique. La synthèse générale de résultats, une fois que ce sont vos résultats, c'est vous qui avez fait ces résultats, vous aurez une certaine réflexion en tant que chercheur, d'accord? Et vous aurez ce qu'on appelle en fait une note de synthèse. Vous faites une synthèse, une vision, allusion générale de vos travaux à part, pour avoir la thèse sous forme de quelques pages, d'accord? L'analyse globale du travail, l'interprétation finale, c'est-à-dire, avant, j'avais une problématique, j'avais un plan, j'avais des résultats, mais c'était provisoire. Au début, on dit un plan provisoire, projet provisoire. Mais là, quand je passe à la rédaction, ça devient vraiment, je me rapproche de la certitude, l'exactitude de travaux. D'accord? Donc, dans ces cas, il faut vraiment faire une interprétation définitive. Si j'avais une interprétation provisoire pour passer au sérieux, pour passer à la rédaction. Alors, mise en page du manuscrit de votre thèse, vous pouvez suivre un guide scientifique. Et ici, il faut savoir que
Dans chaque université, normalement, il y a des logiciels spécifiques pour cet établissement où il y a les logos, il y a la page des gardes, il y a les styles que vous devez suivre. Et quand vous passez à la rédaction, il faut amener votre ordinateur au service informatique de votre université pour télécharger ce logiciel. Sous la licence de l'université, ça a été acheté par l'université, c'est la propriété intellectuelle de ces logiciels appartient à votre établissement et il faut les télécharger de manière légale pour pouvoir travailler. Parce que le jour de la présentation de votre manuscrit, vous devez obligatoirement suivre, d'accord, les logiciels de votre établissement. Alors, il faut ces présentations de la thèse, rélecture et correction. Il faut présenter votre thèse à différentes personnes avant de la soumettre, ça c'est primordial. Quand vous terminerez votre thèse, avant de faire les dépôts et avant même de présenter la version finale à votre directeur de thèse, il faut faire passer la thèse par des professionnels, des professeurs des langues, des professeurs de votre matière, d'accord? 2 ou 3 pour relire dans la thèse leurs corrections et leurs propositions avant de présenter la version finale. Ce n'est pas le travail de votre directeur, c'est votre travail à vous. Le directeur n'est pas là pour rédiger votre thèse. Le directeur n'est pas là pour vous faire un cours des langues. Le directeur n'est pas là pour faire votre travail, d'accord? Et s'il voit que vous lui faites un double travail, il va vous abandonner, il va s'occuper de beaucoup de choses plus importantes que ça. Donc il faut vraiment s'aider et être plus attractif par rapport à ça. Et là, on passe en fait à la concrétisation de votre travail, c'est la soutenance. Donc la soutenance, c'est une épreuve orale qui dure environ 3 à 5 heures, d'accord, selon le domaine. Hein. En matière de sciences, c'est toujours entre 1h30, 2h30, d'accord, ça dépend. Et en sciences sociales, en fait, vous avez toujours entre 3 et 5 heures. D'accord? Vous avez toujours une présentation de 45 minutes, d'accord? En sciences, c'est toujours 45 minutes parce qu'ils ont tout le temps de diapos à faire. Mais en matière sociale, vous avez toujours 25 minutes et si vous dépassez la présentation, on vous arrête directement. Le jury vous dit, écoutez, monsieur ou madame, vous avez dépassé votre temps. Donc, il faut être bien organisé à la minute. Si vous avez 25 minutes, il ne faut pas dépasser. Si vous avez 45 minutes aussi, il ne faut pas le dépasser. À la minute, on vous arrête vraiment, d'accord? Ce sera embêtant le jour de la soutenance. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, le jour de la soutenance, c'est une étape, en fait, c'est la finalisation, mais c'est l'étape la plus dure, la plus compliquée. C'est la soutenance, parce qu'il y a l'école doctorale qui vous attend pour les dépôts, il y a les jurys, il y a les rapports en fait, des jurys, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, une fois que vous avez terminé votre manuscrit, la version finale, bien rédigée, bien relie et validée par votre directeur de thèse, et le directeur de thèse vous permet de faire le dépôt légal, c'est-à-dire le dépôt définitif à l'école doctorale, d'accord? Vous prenez votre version et vous allez normalement, selon l'université, déposer une version matérielle, c'est-à-dire sur papier, et une version sur la plateforme en format PDF et Word. Pourquoi? Parce qu'avant la soutenance, chaque établissement a un service informatique spécialisé dans la détection de ce qu'on appelle les plagiats. On ne vous dit rien, on vous laisse travailler pendant 6 ans, 4 ans, faites ce que vous voulez, mais le jour où vous déposez votre travail, ça passe pour minimum 1 mois entre 2-3 experts qui vont analyser votre travail de mot à mot, phrase par phrase. Et il y a des logiciels anti-plagiat aussi aujourd'hui partout dans le monde, et on va passer toute votre thèse, et s'il y a une phrase qui a été prise ailleurs, il va mentionner vraiment la source, le site ou les livres dans lesquels elle a été prise. Donc il faut éviter à tout prix, vraiment ça. Et une fois qu'on perd la confiance, c'est fini. Notre carrière tombe à l'eau, il n'y a pas de pardon. C'est, voilà, voyez. Donc il faut vraiment être exact et surtout être vigilant par rapport à ces références scientifiques. Vous allez faire les dépôts légaux, et vous allez l'envoyer version numérique et toutes les universités ont ça ne se rigole pas, surtout en thèse, ça ne se rigole pas. Il y a une responsabilité vraiment, et je pense que les poursuites pénales peuvent aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement et une amende, je pense, de 200 000 € en moyenne. En Europe et en général, c'est aux alentours de ça en fait, entre 15 et 20 ans d'emprisonnement s'il y a du plagiat. Vous passez déjà par, si le plagiat est détecté, il y a une procédure déjà, vous passez par un conseil de l'ordre tout d'abord, d'accord? Et à partir du conseil de l'ordre, il va sortir une décision, et ça peut aller jusqu'au tribunal. C'est au tribunal, c'est entre ça, entre 15 et 20 ans, avec des 100 000 d'emprisonnement. Et surtout, même si vous êtes pardonné, vous ne pouvez plus être, votre carrière, ça tombe à l'eau. C'est fini jusqu'à la mort. Oubliez ce qu'on appelle recherche scientifique, oubliez votre rêve de docteur. Donc il faut être exact, il faut être vraiment sérieux dès le début, surtout en ce qui concerne les références bibliographiques. D'accord? Pour la soutenance, il y a aussi les jurys, d'accord?
Les jurys sont constitués avant la soutenance. Une fois que le dépôt est légal, et vous devez envoyer une copie de votre thèse à chaque membre des jurys à son adresse pour avoir le temps. Et vous aurez des rapporteurs. Normalement, il y a 5 personnes, 6 entre 6 et 7 selon le domaine. Il va y avoir des rapporteurs qui vont rendre les rapports sur votre thèse avant la soutenance sur l'école doctorale. Vous aurez une copie et on va vous dire si c'est bon, pas des critiques, ce que nous font faire, d'accord, voilà. Et vous aurez la soutenance plus tard. Le jour de votre soutenance, évitez déjà d'être en retard, bien évidemment. Même pas besoin de les dire. Et surtout, gardez un esprit en fait, professionnel. C'est-à-dire le jour où les critiques, c'est normal, vous êtes là pour être critiqué. On ne vient pas dans ces soutenances pour faire de compliments, ça, il est sûr et certain. Ces jours-là, il faut vraiment avoir que... Et si on vous demande par exemple de tel point que votre directeur vous l'a dit, il ne faut pas dire c'est lui qui me l'a dit, ou c'est pas, il faut être professionnel. Il faut dire dans telle chose, il faut assumer la responsabilité. Dans telle chose, je n'étais pas clair, je suis désolé, mais enfin, je vais essayer de clarifier dans les corrections. Vous voyez, toujours s'y porter. C'est la politesse et c'est la manière de faire au niveau, ça change tout. D'accord? Et aussi pour la soutenance, il faut le bien organiser et surtout pour les deadlines. Vous avez toujours un deadline pour déposer, un deadline pour la soutenance. Et à la fin, vous aurez la version finale à déposer. Une fois que la soutenance est terminée, quand vous êtes docteur, c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez avoir la qualité de docteur, d'accord? Mais ce n'est pas fini, parce qu'on va vous demander d'intégrer, d'accord, les corrections et les propositions du membre de jury dans votre thèse avant de déposer la version finale qui va être prise à la bibliothèque. Vous avez des jours pour être content, appeler votre famille et tout ça, d'être docteur, ben, ça change tout. C'est un sentiment bizarre, c'est un sentiment de bonheur, d'accord? Et en même temps de l'inquiétude, en fait. C'est bizarre, moi je l'ai vécu pendant 48 heures. Vous avez envie de rien faire, en fait. Vous êtes allongé dans un lit et vous ne comprenez pas qui vous êtes. Vous voyez, pendant 48 heures. Voilà, vous ne comprenez pas qui vous êtes, vous s'alliez, vous recevez en fait vos félicitations et tout, vous pouvez parler, il n'y a pas de problème, mais c'est un sentiment bizarre entre l'inquiétude et les bonheurs ou les sentiments que vous avez, d'accord? Alors, voici les étapes de la soutenance, on l'a déjà dit, annonce de la soutenance et envoi des invitations. La soutenance est toujours annoncée par l'école doctorale, c'est le travail de l'université, il sera affiché partout, et il est toujours public, on ne peut pas jamais enfermer notre soutenance, d'accord? Jury de 3 à 6 personnes selon la spécialité. Défense de la thèse, vous êtes laissé l'avocat. Hein, n'oublions pas que vous êtes laissé l'avocat de votre thèse. C'est votre travail, vous devez convaincre les autres. Même s'ils sont convaincus déjà, ils ont déjà lu votre travail, ils vont faire en sorte qu'ils ne comprennent rien. On vous attend, d'accord? Les jurys délibèrent, vous avez les lectures de docteur et vous pouvez même obtenir une mention. Donc, les mentions sont 3 à l'échelle mondiale, soit très honorables, non, pardon, honorable tout d'abord, très honorable, et la troisième mention, c'est très honorable avec la félicitation des jurys. Il peut y avoir très honorable avec la félicitation du jury tout court, et très honorable avec la félicitation du jury et recommandation de publication. C'est-à-dire les jurys vont recommander aux autres revues, ensuite de publier votre texte parce que ça mérite en fait la publication. Et ça vraiment, c'est le top des tops. Donc il y a certaines universités depuis quelques années qui ont commencé à supprimer les mentions. Les mentions aujourd'hui en France, je pense que ça n'existe plus en fait. Au Canada, ils maintiennent toujours, mais en France et certains pays, ils ont supprimé les mentions. Soit vous avez le doctorat, soit non. D'accord? Et c'est les rapports qui comptent pour votre évaluation. D'accord? Alors, comment réussir sa thèse? Ben, c'est le cœur du sujet, en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a vu qu'est-ce que c'est la thèse, comment s'écrire, comment la préparer. Mais oui, mais qu'est-ce que je dois faire moi? Est-ce que c'est par défaut la réussite ou il faut que je fasse des manipulations, il faut que je fasse attention à certains points? Donc, tout d'abord, le choix du sujet. Il faut que le sujet colle et corresponde à votre carrière et à votre personnalité. D'accord? Parce qu'en fait, votre carrière fait partie de votre personnalité. Si vous êtes avocat, il y a du droit dans votre vie, tous les jours. Dans votre voiture, à la maison, dans votre marmite, il y a du droit. Si vous êtes médecin, il y aura la médecine partout, dans votre vie personnelle. On va voir l'hygiène dans votre voiture, l'hygiène au niveau de vos mains. Enfin, il va y avoir de la médecine dans votre vie. Si vous êtes économiste, aussi pareil. Donc, votre carrière fait partie de votre personnalité. C'est un organe que vous avez ajouté à votre corps. Il faut que ça corresponde à vos projets déjà pour être convaincu et à votre aussi personnalité, et ce sera la meilleure chose. D'accord?
Deuxième chose, c'est les choix de la méthodologie. Chacun a sa méthodologie. Quand vous avez préparé pour vos examens des baccalauréats, ben, chacun sa méthode. Hein. Il y en a qui révisent 5 matières par jour, il y en a qui prennent 2 jours pour une seule matière. Chacun sa manière. Et moi, je conseille ici de garder sa propre manière. Gardez votre tasse, gardez vraiment votre trace dans la vie. Gardez vos qualités. Chacun a sa manière de faire. D'accord? Les autres sont obligés de vous respecter et respecter votre manière. Tant que vous faites mal à personne, gardez. Moi, je préfère toujours les gens qui gardent leur personnalité, gardent vraiment leur manière de faire. D'accord? Tant que ça fait mal à personne, il faut garder la manière qui vous a amené jusqu'au doctorat. Vous avez réussi votre master, votre licence, et bien ça n'a pas changé, il faut faire les mêmes choses. Une bonne organisation, bien évidemment, de la vie. Hein. Il faut être bien organisé dans tous les sens, parce qu'il faut se transformer en écureuil. Hein. Vous sautez partout. Il y a beaucoup de choses à faire et il faut vraiment une sacrée organisation. Il faut se donner le temps nécessaire pour la rédaction. La rédaction, ce n'est pas la manipulation. Manipulation, on peut faire la manipulation tous les jours, changer, boire un café, mais la rédaction, c'est vraiment l'esprit concentré. Et la concentration de l'esprit, ce n'est pas comme la concentration physique. La concentration morale, ce n'est pas pareil. Physique, je peux faire de manipulation, je peux interrompre pour parler d'autre chose ou faire autre chose et revenir, ce n'est pas grave du moment où j'ai la physique. Mais morale, c'est autre chose pour la rédaction. Là, vous devenez auteur, d'accord? Il y a beaucoup de choses. Et les idées ne peuvent pas venir dans un esprit il y a beaucoup de choses à faire, ou un esprit qui n'est pas à l'aise, si vous voulez, d'accord? Donc, il faut une préparation morale pour la rédaction. C'est préparé pour la soutenance, bien évidemment, on a vu, hein, donc il faut bien se préparer, sa présentation, le dépôt légal, les deadlines, tout ce que vous aurez à faire, les commandes, vous avez tout à gérer pour la soutenance, vous avez tout vraiment. Parfois, il y a des amis qui vous aident, mais il ne faut pas se laisser aussi faire, il faut être là, vous êtes les leaders de votre projet de A jusqu'à Z, d'accord? Il faut aller en détail et être bien organisé. Alors, meilleur en fait conseil que je donne ici, c'est éviter, j'insiste là-dessus, on ne le dira jamais assez, c'est éviter les plagiats. D'accord? C'est juste un concept, parce qu'il y a derrière le droit d'auteur et vous avez le droit de la propriété intellectuelle. Et c'est très important. Et votre carrière, vraiment, je ne le souhaite pas, mais s'il y a un problème, ça tombe surtout à l'Occident et dans le pays. Je pense qu'à l'Université de Nouakchott aussi doivent mettre en place ces logiciels de détection, parce que c'est obligatoire. Et supposant que vous l'avez fait à Nouakchott et l'université ne porte pas attention à ça, votre thèse, c'est un travail international. Un jour, vous allez partager avec d'autres. Donc, faites attention à ça. Et la thèse, vraiment, ce sera la fondation de votre carrière. Tous les livres que vous allez faire, on va faire référence à votre thèse. Et ça fera partie de votre vie, d'accord? Donc, il ne faut pas jouer avec ça, il faut être vraiment très exact par rapport à ça. Et surtout, faire attention à tous ces éléments qui concernent... au début, vous signez, dès votre inscription en première année de doctorat, vous signez un document de l'école doctorale, un engagement, comme quoi vous engagez de ne pas faire... Et les plagiats, plusieurs types. Il y a plagiat, l'autoplagiat, c'est-à-dire partager. C'est-à-dire, vous avez un cousin qui vous dit « Moi, j'ai une thèse et vous la prenez, je vous autorise. » Non, vous n'avez pas le droit. C'est l'autoplagiat, c'est-à-dire que vous êtes les deux dans l'infraction. Il y a ce qu'on appelle les copier-coller très connus. Il y a aussi les plagiats, l'achat des travaux des autres. Si vous achetez une thèse pour quelqu'un d'autre qui est d'accord, vous n'avez pas le droit parce que le travail de quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas valider en tant que doctorat. D'accord? Donc, il y a beaucoup de sortes de plagiat et c'est vraiment aujourd'hui une chose pour laquelle il faut faire très attention. Donc, dans les cas de préparation de thèse en général, je vous donne des références ici vraiment, c'est par mon expérience personnelle, hein, c'est des livres vraiment, ils expliquent tout sur la thèse, des A jusqu'à Z, vraiment. Sur tous les premiers, c'était mon ami pendant 4 ans, 5 ans de thèse, et il y avait toutes les informations, et ce sont des livres des poches en fait que vous pouvez voyager avec quand vous voyagez pour des vacances. Et bien, vous prenez ces livres, ils ne sont pas volumineux, et du coup... Ah, vous l'avez déjà, très bien. Alors, le premier, vous l'avez déjà, vous avez la chance de l'avoir. Il s'agit de Michel Beau, L'art de la thèse, collection Grande Repère, édition de la découverte 2006. Vous l'avez déjà ici, vous pouvez le consulter. Et vous avez Pierre Romla et Michel Kalika, d'accord? Comment réussir sa thèse, collection méthode, édition du nom, 2016. Sur tous les premiers, c'était mon ami pendant 5 ans de thèse. Et pour toute interrogation, je suis joignable sur cette boîte mail, d'accord, pour toute question. Je réponds en général dans la journée, d'accord. Je suis très actif sur ma boîte mail. Et s'il y a des questions, parce qu'on ne peut pas tout dire, sinon ça va faire très long, je vais privilégier le débat et laisser le temps pour débattre et poser des questions. Et je vous remercie de votre attention pour la présentation.